Laissez-moi commencer par remercier les comités d'organisation à la fois de la SMP et de l'APRT de m'avoir convié donc pour donner ces conférences. C'est toujours un plaisir de venir ici au Maroc et de retrouver mes amis. Merci également de m'avoir laissé un tout petit peu la liberté du choix des présentations. Et effectivement, comme vous allez voir, la première partie va consister à se projeter un tout petit peu dans l'avenir et regarder peut-être en quoi l'intelligence artificielle appliquée dans certaines situations pourrait être une aide au diagnostic dans le futur. Ceci s'intègre en fait dans une dimension nationale pour vous, puisque cette semaine encore à Rabat, il y avait une conférence intitulée « L'intelligence artificielle comme levier de développement en Afrique » et il y a eu réellement l'adoption d'un consensus à Rabat en vue d'ériger l'intelligence artificielle en accélérateur de transformation structurelle dans les pays du Sud, notamment pour l'éducation et la santé. Et en parallèle, également à Marrakech, vous aviez, il y a une semaine, le GITEX, qui est le plus grand événement en Afrique pour les techs et les startups, où l'intelligence artificielle était également à l'honneur. Donc, c'est vraiment dans cette mouvance qui est développée ici au Maroc que s'intègre ma présentation pour le projet Pneumoscope. Le pneumoscope, comme vous allez voir, fait suite en fait à un appel de l'OMS qui disait il y a quelques années « Aidez-nous à sauver les enfants qui meurent de pneumonie avec des techniques qui soient simples et adaptées pour les pays du Sud ». Donc, quel était le constat? Eh bien, vous le savez tous, le poumon est l'organe interne le plus vulnérable aux infections et aux lésions provenant de l'environnement extérieur, puisqu'en fait, le poumon est toujours en exposition constante avec l'extérieur, c'est-à-dire avec les particules provenant de la pollution, de la fumée de cigarettes, avec l'essolement volatile et également avec les organismes infectieux. Et c'est donc un peu sans surprise que les maladies respiratoires représentent une charge excessivement lourde pour tous les services de santé. Il y a actuellement dans le monde plus de 200 millions de personnes qui souffrent de BPCO dû à la pollution environnementale, aux mines ou alors également à la consommation de tabac, avec plus de 3 millions de décès par an. Également l'asthme, on n'y est peut-être plus confronté en tant que pédiatre, mais c'est 260 millions de personnes qui sont atteintes dans ce monde, première maladie chronique de l'enfant, avec une prévalence entre 8 et 14% de la population infantile. La pneumonie, comme je le mentionnais déjà, première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Un enfant dans ce monde meurt toutes les 40 secondes, principalement dans les pays à faible et moyen revenu. Et puis la tuberculose, rare peut-être dans les pays du Nord, mais encore assez endémique ici au Maroc. 10 millions de nouveaux cas en 2021, 1,6 million de décès la même année. Un autre sujet, la bronchiolite, peut-être moins létale, mais qui occupe nos saisons hivernales avec un taux d'hospitalisation énorme. Première cause d'hospitalisation chez les enfants de moins de 2 ans. Et tout ceci, c'était avant même la COVID-19 qui a causé en moins de 3 ans plus de 760 millions de personnes atteintes avec entre 6 et 10 millions de décès. Donc vraiment, les maladies pulmonaires sont vraiment toutes confondues, la première cause de mortalité, principalement dans les pays à faible et moyen revenu. Alors pourquoi la mortalité est-elle aussi importante? Eh bien, notamment dans les pays du Sud, parce que les docteurs sont rares, n'est-ce pas? Et principalement, ils résident dans les villes et pas dans les villages reculés. Deuxièmement, les tests diagnostiques ne sont pas disponibles. L'OMS mentionnait que dans les pays à faible revenu, les tests de base ne sont disponibles dans moins de 1% des centres de soins primaires. Et lorsqu'ils sont disponibles, dans de nombreux pays, ces tests sont beaucoup trop chers et donc ils ne sont pas utilisés pour apporter un bon diagnostic de ces maladies pulmonaires. Et la troisième raison qui est invoquée pour cette mortalité très importante, eh bien, c'est le manque d'accès dans les établissements de santé. Les enfants malades ne vont pas consulter parce qu'ils sont loin des centres, les routes sont en mauvais état et les transports restent coûteux. Et donc, l'objectif que nous nous sommes fixés il y a maintenant 6 ans aux hôpitaux universitaires de Genève était de pouvoir
développer et fournir des dispositifs médicaux, qu'ils soient peu coûteux, fiables et faciles d'utilisation, quel que soit le lieu de vie, la ville ou la campagne, quelle que soit la condition de l'utilisateur, qu'il soit riche ou pauvre. Alors bien sûr, on aurait pu créer des IRM portables, des scanners, mais à nouveau, ces appareils seraient restés dans les villes, ne seraient pas allés jusque dans les zones les plus reculées de nos pays. Et donc, nous avons décidé plutôt de retourner aux sources, et c'est-à-dire l'auscultation du poumon, l'auscultation qui est utilisée maintenant depuis plus de 200 ans et pour le diagnostic et le suivi des maladies pulmonaires. Pourquoi? Parce que l'auscultation est finalement toujours disponible, c'est peu coûteux, et ça peut se répéter aussi souvent que nécessaire. Vous vous souvenez que pendant Covid, on devait faire des frottis du nez, ça coûtait très cher, on devait les répéter chaque fois qu'il y avait l'occasion de voyager ou d'aller dans des expositions. Alors que l'auscultation, comme je le dis, reste peu coûteux. Cependant, l'auscultation nécessite une expertise médicale parce qu'il faut pouvoir différencier les spectres acoustiques des différentes maladies. Comment faire la différence à l'oreille entre un asthme, entre une pneumonie, entre une bronchiolite et une COVID-19, par exemple. Et actuellement, seuls les médecins, et encore, je pense qu'on perd en compétences auscultatoires chaque année, et ce n'est pas du tout disponible pour les autres professions. Et donc, notre solution a été de dire, nous allons développer une sorte de Shazam du poumon. Je ne sais pas si vous connaissez l'application, mais lorsqu'on a une musique qui passe et qu'on ne la connaît pas, on prend notre portable et ça nous dit c'est tel auteur, c'est telle chanson. Et on s'est dit on va utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître les spectres acoustiques de chaque maladie pulmonaire, pouvoir les analyser en temps réel et donner le diagnostic et la gravité de la maladie à l'utilisateur. Seulement, nous trouvions que ce n'était pas suffisant, donc nous avons développé un dispositif médical qui s'appelle le pneumoscope, qui contient non seulement un stéthoscope digital, mais également à la surface un oxymètre de pouls. On vous posez le doigt dessus et ça vous donne également votre saturation en oxygène et votre fréquence cardiaque. Et puis également un thermomètre pour pouvoir distinguer les affections pulmonaires fébriles des non fébriles. Et toutes ces données, eh bien, elles sont transmises sur votre portable où nos algorithmes d'intelligence artificielle vont analyser en temps réel ces sons, ces données de l'oxymètre de pouls et vont pouvoir dire si l'auscultation elle est normale ou pathologique et si elle est pathologique, pouvoir la classifier en maladie en vous disant c'est un asthme de telle sévérité correspondant à tel score de Pram, c'est une pneumonie, c'est une COVID-19, c'est une bronchiolite. Ce qui nous permet à nous, mais également aux patients qui utiliseraient ces appareils, de pouvoir monitorer la maladie en enregistrant les données. D'autre part, puisque cet appareil est connecté, on peut faire de la télémédecine, c'est-à-dire envoyer toutes ces données à un spécialiste qui peut les avoir en temps réel et vous conseiller sur la prise en charge. Donc, comme je le disais, le fonctionnement est vraiment simple. Vous utilisez votre pneumoscope, vous le posez sur le thorax, ça enregistre toutes ces données, c'est transmis en temps réel par Bluetooth sur votre téléphone ou sur votre tablette, où nous avons nos algorithmes d'intelligence artificielle qui peuvent fonctionner directement sur notre application sans passer par le web. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une connexion Internet pour utiliser ça. Et les résultats sont affichés sur l'écran de votre téléphone en vous disant quel est le diagnostic, quelle est la gravité de la maladie et même, si vous le souhaitez, quelle est la prise en charge la meilleure pour ce type de maladie. Pour pouvoir créer notre algorithme d'intelligence artificielle, nous avons mené des études cliniques dans plus de 10 pays différents sur 3 continents, notamment au Maroc. Nous avons eu l'aide de l'équipe de Mohamed Bouskraoui, de Madame El Afidi également, qui est pneumologue pédiatre à Rabat, et d'autres personnes. Et nous avons collecté comme ça, chez plus de 3500 patients qui présentaient des maladies respiratoires, mais également certains qui étaient sains, plus de 150 000 cycles respiratoires qui ont été utilisés pour nourrir nos algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent donc de distinguer les différentes maladies pulmonaires avec une certaine sécurité. Et toutes ces données ont été publiées l'année dernière dans la revue Nature Digital Medicine, où nous avons pu
non seulement montrer l'algorithme d'intelligence artificielle que nous avons développé, c'est pas moi, c'est bien sûr des mathématiciens avec lesquels je travaille, mais qui, comme vous le voyez sur les schémas de droit, les AUC montrent la différence entre sain et pathologique. On a plus de 95% de sensibilité et de spécificité. La même chose pour les maladies de type obstructif, asthme ou autre, et puis également pour la bronchiolite. On est un tout petit peu moins bon pour les pneumonies, je dois dire, avec une AUC de l'ordre de 0,85, parce que, comme vous le savez, les autres maladies touchent l'ensemble des poumons. La pneumonie bactérienne, parfois, peut être localisée dans un endroit du poumon, et donc c'est un peu plus difficile pour nos algorithmes de dire il y a 4 zones saines et une zone pathologique, mais enfin, nous sommes en train de travailler pour améliorer encore l'efficacité. Initialement, dans notre travail, nous utilisions 8 sites auscultatoires, 4 antérieurs, 4 postérieurs, 2 supérieurs, 2 antérieurs, devant et derrière, et nous avons essayé de simplifier au maximum pour rendre plus facile l'auscultation. Et sur ces travaux, on montre que classiquement, à part la pneumonie, dans toutes les autres maladies respiratoires, 4 auscultations de 20 secondes sont suffisantes pour que nos algorithmes puissent analyser les sons et donner, avec la précision que je viens de vous montrer, les diagnostics des maladies respiratoires. Ainsi, avec ce nouveau type de stéthoscope intelligent qui utilise de l'intelligence artificielle, on peut ouvrir beaucoup plus largement la prise en charge de ces maladies pulmonaires. Quand vous êtes dans des centres très éloignés, que vous voulez décentraliser la médecine, que vous n'avez pas des médecins sur place, mais simplement peut-être des infirmières, des agents de santé aussi, eh bien, ils peuvent ausculter et avoir un diagnostic précis qui s'affiche. S'ils ne sont pas sûrs, comme je le disais, ils peuvent être en contact avec un médecin, envoyer toutes ces données à distance et le médecin spécialiste peut conseiller la personne en périphérie dans vos montagnes, dans nos montagnes où on a également peu de médecins. On peut également ouvrir, grâce à cet appareil, eh bien, l'utilisation par des patients qui souffrent de façon chronique de leur maladie pulmonaire. Et vous avez tous vécu en tant que pédiatre le vendredi soir, lorsque des parents ont un enfant qui commence à tousser, il est asthmatique, les parents ont énormément de difficultés à définir si la crise d'asthme, elle est grave, elle n'est pas grave, est-ce que je peux rester à la maison et commencer mon traitement? Au contraire, est-ce que je dois tout de suite aller aux urgences? Avec cet appareil, ça peut vous aider aussi le parent à manager, à prendre en charge la maladie respiratoire de leur enfant à domicile et de mieux les orienter. D'autre part, ce qu'on reproche souvent dans les pays à faible revenu, c'est qu'il n'y a pas de système éducatif ou d'enseignement pour les agents de santé. Eh bien, avec le pneumoscope, lorsqu'il y a une proposition de diagnostic qui arrive sur l'écran de votre tablette ou de votre smartphone, si vous cliquez dessus, eh bien, ça peut aller rechercher dans des bases de données locales, puisqu'on peut géolocaliser l'appareil, quel est, par exemple, pour la pneumonie, le meilleur antibiotique à utiliser en fonction de l'épidémiologie locale. On parlait tout à l'heure de diminuer les antibiotiques ou de les utiliser de meilleure façon. Eh bien, si vous êtes en Inde, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes au Maroc, la résistance, par exemple, du pneumocoque est très différente. Eh bien, grâce à la géolocalisation de votre appareil, ça peut les rechercher et vous conseiller quel est le meilleur antibiotique à utiliser. Et même si vous voulez de l'information générale sur la maladie, vous appuyez à nouveau sur l'écran et vous pouvez avoir toute l'information générale sur l'asthme, sur la COVID, non seulement sur le traitement et le diagnostic, mais aussi des informations générales. Nous avons fait aussi attention que cet appareil ne soit pas comme votre iPhone, un appareil qui, une fois qu'il ne fonctionne pas, on le jette. Dans cet appareil-là, nous avons, sur les 25 pièces qui le composent, il y a 14 pièces qui peuvent être démontées et puis réimprimées en imprimante 3D. Donc, même dans les zones les plus reculées, avec une petite imprimante 3D toute simple, vous pouvez réparer en grande partie votre appareil, ce qui diminue aussi les coûts, naturellement, de fabrication et d'entretien. Voilà donc, en résumé, ce que nous voulions, c'était pouvoir apporter quelques valeurs avec cet appareil qui sont naturellement l'amélioration de la qualité des soins, en donnant une autonomisation à l'utilisateur, une certaine confiance dans son utilisation, parce que
lorsqu'il pense « je pense que c'est une pneumonie » et que l'appareil lui dit « je pense aussi que c'est une pneumonie », lorsqu'on a deux avis concordants, on se sent beaucoup plus sûr pour pouvoir utiliser. Et ça peut être utile pour des jeunes médecins qui seraient en périphérie ou bien pour d'autres personnes qui n'ont pas votre expérience. Et puis également, comme je le disais, ça permet la formation continue de l'utilisateur. Ça peut être utilisé en télémédecine, c'est de plus en plus aussi actuellement en développement dans les zones reculées. Et nous espérons qu'avec l'utilisation du pneumoscope, nous pourrons réduire à la fois les consultations aux urgences, les hospitalisations, globalement les coûts de la santé et dans les pays les plus reculés, la mortalité infantile. Bien sûr, pour arriver à la création d'un tel objet, il faut toute une équipe et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui depuis 5 ans mettent beaucoup d'efforts au développement du pneumoscope. C'est à la fois les hôpitaux universitaires et l'Université de Genève pour toutes les études. Qui est spécialisé dans tout ce qui est intelligence artificielle et qui a vraiment un groupe incroyablement performant, qui travaille également sur Meditron, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est également un chatbox, un LLM, pour aussi aider sur lesquels nous travaillons, mais je reviendrai une fois peut-être vous parler de ça. Et puis également d'autres équipes pour la microtechnique, pour le développement de l'appareil lui-même. Et puis tous nos partenaires d'implémentation, comme vous l'avez vu, 10 pays en Afrique qui nous ont aidés à développer ça. Voilà, j'en arrive au bout, je vous remercie, mais je voulais simplement mentionner que le développement technologique n'est pas seulement fait, et probablement pas pour les pays du Nord uniquement, mais vraiment pour les pays du Sud, ça va énormément apporter si c'est bien utilisé. Voilà, je vous remercie.